Voici la suite de ma vidéo sur le code extraterrestre de Léonard de Vinci. Nous allons accoster maintenant les tableaux La Vierge au Rocher et La Joconde. Comme nous allons le voir, le codage continue dans ces deux tableaux, avec une grande cohérence. La présente vidéo peut se voir de façon autonome, bien qu'il soit préférable d'avoir vu la première partie d'abord. Êtes-vous prêt à oublier vos certitudes conventionnelles, à balancer la télévision par la fenêtre, à mettre le feu à vos livres scolaires? Sinon, ne regardez pas cette vidéo. Si oui, en route pour un fabuleux voyage magique. Le tableau La Vierge au Rocher montre Marie et son fils Jésus, réfugiés dans une grotte égyptienne. Ils cherchent à échapper au massacre des nouveau-nés, commandé par Hérode dans la région de Bethléem. Ils sont accompagnés de Jean-Baptiste, un cousin de Jésus, et d'un ange. On ne sait pas pourquoi l'époux de Marie, Joseph, n'est pas là. Nous allons voir comment Léonard a codé dans ce tableau, tout comme dans ceux que nous avons abordés précédemment, les thèmes des machines volantes et de ceux qui les occupent. Un visage est caché dans le plafond rocheux. C'est une tête de profil. On distingue le nez, l'œil, la bouche, le chapeau. La largeur du crâne est correcte. Le personnage est tapis dans l'ombre comme un voleur. Il est orné de feuillard, c'est-à-dire de feuillage-branchage, ce qui génère un jeu de mots que je retrouve souvent en architecture. Un feuillard était aussi un bandit de grand chemin, un voleur donc. Et un voleur, ça peut se comprendre comme quelqu'un qui vole dans les airs ou dans l'espace. Une créature qui viendrait d'une planète lointaine serait effectivement un voleur. Juste en dessous du visage caché se trouve une autre forme suggestive, générée par des pics montagneux, qui dessine une main ouverte, avec le pouce et les 4 autres doigts. Un synonyme de paume de la main était vol. Juste en dessous, on aperçoit des rameaux de palmier ou palme. Ce mot palme signifiait aussi paume de la main. Encore en dessous, un enfant est à genoux, les mains jointes, comme en prière. Il ne repose en fait sur aucun support solide, mais juste sur des plantes, comme s'il était en lévitation. C'est peut-être la Vierge qui lui insuffle la capacité d'être en suspension dans l'air. En posant la paume de sa main, ça vole sur lui. On note qu'une des plantes est un iris, alors que dans la mythologie grecque, Iris était la messagère des dieux. Elle avait des ailes dorées accrochées dans le dos. Il existe une copie de ce tableau conservée à la National Gallery de Londres. Elle a été exécutée soit par Giovanni Ambrogio de Predis, soit par Léonard lui-même. Les deux œuvres sont similaires, à l'exception de quelques détails, dont une croix de bois qui affuble dorénavant l'enfant de gauche. Cela a surpris nombre d'analystes qui savaient bien que cet objet est un attribut traditionnel de Jean-Baptiste. Il fallait alors admettre que cet enfant, positionné plus haut que l'autre et placé sous la protection de la Vierge, était Jean, et que donc Jésus était l'autre enfant. Une des raisons de cette anomalie pourrait tenir dans le nom Jean, comme je l'expliquais dans la première partie. Le bambin fait un vol stationnaire, comme le ferait un ange avec ses ailes. Et justement, le mot Jean est une anagramme de ange, qui se prononce comme ange avec un G. En résumé, toute la partie gauche du tableau code les êtres qui voyagent dans l'espace. On a le voleur caché dans la roche, caché de l'humanité aussi. Il regarde en souriant la vole de Pierre et l'enfant volant.
On a vu dans la première vidéo comment Léonard a utilisé les nez des personnages de son tableau Sainte-Anne pour coder un message secret. Le mot « nez » ou « c'est né » renvoyait à d'autres mots homonymiques. Il s'agissait pour l'artiste d'attirer discrètement l'attention sur le phénomène ovni, et donc les aéronefs et les extraterrestres qu'il implique. Mauro Biglino a travaillé pour le Vatican en tant que traducteur de la vieille langue hébraïque. En revenant au sens littéral des mots, il a découvert que l'Ancien Testament évoquait souvent des machines volantes. Dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 22, le roi David remercie Yahvé de lui être venu en aide au cours d'une bataille. Nous découvrons une narration qui semble correspondre à la description d'un char volant. Il est écrit « La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité, Yahvé. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il est bien écrit que de la fumée sortait des narines. » Plus loin, le texte parle du bruit du souffle des narines. La Bible peut être comprise à plusieurs niveaux, bien sûr, comme un enseignement religieux. Sur un plan pragmatique, on peut appréhender ces descriptions comme une tuyère qui évacuerait des gaz de combustion. Il a probablement existé sur la Terre, il y a des milliers d'années, une technologie aéronautique, puisque la Bible en porte de multiples allusions. Les textes de l'Inde ancienne, aussi, évoquent en long, en large et en travers les vimana, les véhicules volants des dieux, et leur extraordinaire capacité technologique. Ces engins pouvaient provenir d'extraterrestres visitant la Terre, ou alors d'une haute civilisation terrestre. Revenons au tableau de Léonard de Vinci. Le bout du nez de la tête cachée est exactement aligné avec les bouts des nez de la Vierge et de l'ange. Les mains des personnages esquissent un énigmatique triangle qui occupe le devant de la scène. Cela pourrait correspondre à l'évocation d'une croix, symbole de la religion catholique. Notons quand même que cette idée n'est pas validée par la copie de Londres, dans laquelle la main de l'ange a disparu. Il reste donc un triangle, qui est une des figures essentielles de la géométrie, science à laquelle Léonard s'est beaucoup intéressé. Il a illustré le livre de Luca Pacioli sur la divine proportion, c'est-à-dire le nombre d'or. Je pense que les hypothèses présentées dans mes 2 vidéos possèdent des preuves géométriques complexes. Je ne les ai pas retrouvées pour le moment. Un peu de linguistique. Le mot « ange » a eu pour variante « angle ». De ce point de vue, un triangle symbolise 3 anges. Il me semble que la figure de l'ange, un humain androgyne avec 2 ailes dans le dos, a été mise au point pour restituer des créatures qui volaient dans des aéronefs. Il y aurait eu des contacts avec eux à différentes époques. Au passage, le triangle est une forme d'ovni beaucoup aperçue ces dernières décennies. N'est-ce pas ce que les personnages de la Vierge au rocher veulent exprimer, à savoir une des formes de vaisseaux aliens? En 1990-91, en Belgique, plus de 2000 observations d'ovnis ont été rapportées. Les témoins voyaient un grand triangle immobile ou à vitesse lente, à basse altitude et silencieux. Il y eut des captures d'écho radar, évidemment contestées par les sceptiques. Un des aéronefs de la fresque de De Cany s'insère harmonieusement sur le tableau. Il pourrait y avoir un codage universel, dont les pièces de puzzle sont dispersées un peu partout. La Vierge Marie est le personnage central. De la vole de sa main droite, elle nous confirme donc le statut volant de Jean-Baptiste. La partie du manteau qui couvre le bras forme un autre triangle, qui pourrait être perçu comme volant, puisqu'il touche le crâne de l'enfant.
La pointe suggère une tête d'oiseau, et c'est le bout du bec qui touche l'enfant. Chaque détail est ajusté pour servir le code. Voir mon étude du tableau Sainte-Anne dans la première vidéo. La copie de la National Gallery ne propose plus un triangle, mais la moitié d'un ovni, du type circulaire avec un dôme, le plus courant. Il suffit de dupliquer l'image en miroir pour reconstituer l'engin, vu de profil. L'autre main de la Vierge est en suspension dans l'air, comme la patte d'un aigle aux serres menaçantes, selon le mot de Serge Bramly. Un détail dans la situation de Marie n'est pas apparent au premier coup d'œil. Elle se tient à genoux, comme le prouve sa petite taille et le bas de sa robe posé par terre. L'agenouillement est plus explicite dans la version de Londres. Les plis du tissu dessinent un homme prosterné, vu de profil. Voici sa tête, son dos, son bras, son avant-bras, sa cuisse. Il existe parce que la Vierge est à genoux. Lui aussi est à genoux. En moyen français, genou, cela voulait dire « je navigue ». Notre homme est prosterné devant ce qui peut se voir soit comme la pointe d'un triangle, soit comme le bout d'une barque. Est-il un homme qui se prosterne devant le véhicule des dieux qui arrive sur la terre? La longueur qui sépare le bout du nez du personnage de Pierre au bout du nez de Jean-Baptiste se retrouve ici. Et ici, jusqu'au nez du personnage fictif, à une poussière près. Le peintre aurait pu en disposer ainsi pour que l'on soit sûr de la réalité de son codage. On trace une ligne qui joint le genou du petit Jean, le genou du personnage fictif et le genou de l'ange. Deux nez sont bien positionnés pour générer des équidistances. Cela peut avoir été ajusté volontairement pour nous communiquer le message suivant. Je noue sur l'année, je navigue sur le bateau, volant. Cela doit faire partie d'un ensemble plus complexe. Au premier plan, on retrouve une dénivellation brutale, comme dans le tableau Sainte-Anne. L'extrapolation est la même, à savoir la présence d'un aven ou gouffre, une anagramme de aven étant nave, c'est-à-dire navire. Les personnages qui codent le vol aérien ne craignent pas de s'asseoir au bord d'une falaise logique. En l'état actuel du décodage, l'enfant de droite ne porte aucun élément codé. Il regarde la démonstration de lévitation faite par l'autre enfant. Et l'ange le retient discrètement pour qu'il ne tombe pas dans la veine. Voici un détail remarquable sur la copie de Londres, une forme en cerf-volant sur la robe de la Vierge. Le cerf-volant est bien sûr un des rares objets volants répertoriés à l'époque de la Renaissance. Nous avons vu comment Jean-Baptiste est spécialement mis en valeur par rapport à Jésus, ce qui est certifié par la croix portée par l'enfant concerné. Le premier tableau cache une étrange tête dans le bras gauche de l'ange quand il est regardé à l'envers. On discerne nettement une tête de profil posée sur un billot. Une écharpe délimite le dessin, comme pour suggérer le mot « écharpé ». La mise en négatif de l'image permet de le voir encore mieux. D'après les évangiles, Jean-Baptiste a eu la tête coupée, et celle-ci fut apportée sur un plat devant Hérode et Hérodiade. L'image subliminale semble illustrer la mort de Jean-Baptiste. Pur hasard ou élément d'un chiffrage encore inconnu? Je ne sais pas aller plus loin. Peut-être un spectateur le pourra-t-il. Léonard de Vinci a passé 10 000 heures devant la planche de peuplier sur laquelle il a peint la Joconde. Il a déposé des millions de petites hachures de peinture, d'un 20e ou d'un 40e de millimètre. C'est l'art du sfumato, aux contours imprécis,
qui permet de jouer pleinement sur l'ambiguïté des formes. Concernant ce tableau, on n'a retrouvé aucune note ni croquis préparatoire. Pourquoi me regardes-tu en souriant mystérieusement, Lisa? Quel secret détiens-tu? Sais-tu que je suis amoureux de toi depuis des années? L'accoudoir de ta chaise ressemble à un livre que tu protèges de tes deux mains. Ce codex contient-il les informations secrètes que tu possèdes? Je vais vous expliquer comment le tableau La Joconde code les êtres qui voyagent dans des machines volantes. Sortez votre loupe de Sherlock Holmes et votre impair froissé de Colombo. Ah, mais il y a une empreinte ici, ma parole. Ah, mais c'est bien sûr, je comprends tout. Attention, l'enquête commence. Deux détails du tableau La Joconde attirent notre attention. Deux petites surfaces sombres, qui sont en fait les bases de piliers invisibles. Un dessin de Raphaël confirme la présence de piliers en encadrement de la dame. C'est-à-dire que les bords latéraux du tableau sont exactement les bords des colonnes que l'on ne voit pas. Il est suggéré que Lisa est dans une loggia, ou mieux encore, dans un théâtre romain. Elle serait allée voir un spectacle pour se divertir. Le paysage d'arrière-plan pourrait être le décor de la pièce qui va se jouer. Mona Lisa s'est retournée vers l'arrière, vers le peintre qui la portraiture. Le tableau nous est présenté comme une totale mise en scène. On pourrait croire que le paysage est peint sur un voile, c'est-à-dire une toile tendue, une tenture. On comprendrait alors pourquoi Mona Lisa porte un voile, pour créer un jeu de mots. Ce paysage désertique pourrait contenir une information codée, puisque ce qui est voilé est caché. Pourquoi le voile de la Joconde est-il noir? Ah là, bonsoir de bonsoir. Je ne le sais pas encore. Léonard de Vinci ne signait pas ses tableaux. La Joconde ne fait pas exception. Il existe pourtant une image subliminale qui fait office de signature ésotérique du maître. On devine ici une tête de lion tournée vers le ciel. Ces croquis sont-ils des dessins préparatoires? Anciennement, on pouvait dire un lion, mais aussi un léon. Cette figure de léon stylisée est un clin d'œil de l'artiste. Elle témoigne de l'art de Léonard. La photo de Mona Lisa, mise en négatif, change radicalement le visage de la femme. Elle devient une personne hystériquement fascinée par ce qui se trouve à sa droite. Une extraterrestre? Plus profondément, la présence de lions, ou plus exactement d'hommes-lions, est classique en matière de décoration architecturale. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Un visage mi-humain, mi-léonin peut figurer un chérubin antique, le kéroub ou kérouv de la Bible, qui peut se traduire en tant que sorte d'ange, mais aussi de véhicule de Yahvé. Il était monté sur un chérubin et il volait. Ici, un personnage vu de profil est à genoux dans un coffre. Quelle drôle d'idée! Voici sa tête, sa poitrine, sa main, sa cuisse. Il ou elle navigue dans une arche, mot signifiant à la fois coffre et vaisseau. L'oiseau qu'il porte sur la tête spécifie que la navigation est aéronautique. L'arche est perchée sur un sommet, ou penne. Nous avons évoqué ce mot dans la première partie. Il évoque les plumes et les ailes des oiseaux, donc le vol. À côté, on devine une tête de monstre ou de singe, avec les yeux, le nez, la bouche.
Rappelons qu'un monstre était une chose prodigieuse, une chose incroyable, et que monstrer, c'était montrer, enseigner, démontrer, initier. Remarquons comment les deux figures que nous venons de localiser occupent parfaitement la surface à gauche de Mona Lisa. Abracadabra, les bouts de nez du personnage à genoux, du monstre et du lion. Sont exactement sur la même ligne. Il y a mieux, le visage du monstre simiesque, regardé à l'envers, nous présente une autre tête, une sorte d'humanoïde animalisé. Le bout de son nez est le même que celui de la tête du monstre, dans l'autre sens. Nous avons trouvé des nez alignés dans le tableau Sainte-Anne, puis dans la Vierge au Rocher, et maintenant dans la Joconde. Il devient difficile de plaider le hasard. Léonard a posé des visages grossièrement stylisés dans ses œuvres. Les alignements des nez valident la préméditation. Le but est d'attirer l'attention sur les machines volantes et ceux qui les pilotent. En effet, la nez était le navire, la penne était le bout, la pointe du nez, mais aussi l'aile, la plume. Ce qui est donc indiqué, c'est le bateau qui vole. Voici une autre tête monstrueuse, peut-être un singe, que je n'ai pas réussi à raccorder à d'autres éléments. Revenons au voile que la Joconde porte sur et autour de la tête. En plus de nous orienter vers le paysage, il pointe vers un mot important, le mot « voler », qui désignait une sorte de voile porté sur la tête. Mona Lisa serait-elle affublée d'un voile pour nous amener vers des mots qui font penser à l'activité de voler? À noter qu'une voile désignait un vaisseau, un navire, ce qui nous remet sur la piste d'un vaisseau volant. Intéressons-nous à une zone du tableau que personne ne semble avoir remarquée et qui est très énigmatique. Quelle est cette surface mystérieuse? Imaginons que Léonard nous ait laissé un indice à décrypter, comme d'habitude. Essayons de retrouver le fil de son intention. Mona Lisa porte un tissu en bandoulière. Il s'agit d'un voile qui est mystérieusement déployé vers la droite. Le voile passe devant la base du pilier, puisque ce trait se prolonge dans la base du pilier. L'hypothèse voile déplié est confirmée par la comparaison avec l'autre côté. À droite, la base du pilier est un peu plus floue qu'à gauche, et le plat du muret à droite est plus sombre que du côté gauche, ce qui colle bien avec l'idée d'un voile placé devant. Ah, une discontinuité de coloris pourrait mettre à mal mon interprétation. Le supposé voile change radicalement de couleur. J'imagine qu'il y a ici des rochers derrière le voile. Ils sont logiquement plus sombres que ceux d'à côté, non vus à travers le voile. Normal. Une petite remarque, si le décor d'arrière-plan est juste une mise en scène, un dessin peint sur une tenture, un voile comme on l'a déjà dit, il est finalement assez logique que l'on découvre un voile de tissu caché dans le décor. On retrouve la passion des jeux de mots qui animait Léonard, l'initié. Pourquoi le voile porté sur l'épaule de Lisa se déploie-t-il de la sorte? Le voile de la tête tombe normalement, ce qui prouve qu'il n'y a pas de vent. Il faut alors imaginer quelqu'un en train de tirer sur le voile pour le voler. Il y a un voleur caché.
Un calembour portant sur le mot « voleur » est sous-entendu. Un mauvais garçon était un voleur, et un pilote d'avion aussi est un voleur. Il existe un jeu de mots qui corrobore l'hypothèse du vol du voile. Le dit voile est une pièce du vestimentaire, de la robe de Mona Lisa. Ce voile est victime d'une robe, c'est-à-dire de l'action d'un voleur. Un oiseau aussi est un voleur. Le tableau de la Joconde nue est l'œuvre de l'entourage de Léonard de Vinci. Elle nous confirme l'importance du concept de voile dans l'interprétation de la Joconde. En effet, elle n'est ici vêtue que d'un voile. La surface du voile étendu évoque aussi une aile qui serait dans le dos de la femme, pour indiquer qu'elle est une sorte d'ange, une créature volante. Il y a autre chose qui identifie Lisa à une femme qui vole. Le tissu est porté en bandoulière, sur l'épaule, en diagonale. Les bandeliers, les voleurs de grand chemin, portaient leurs armes de cette façon. Lisa fait comme eux, elle est un voleur. Le tableau La Joconde serait le portrait de Madame Giocondo, ce nom évoquant un autre mot italien, Gioconda, la femme qui se divertit. On a vu précédemment comment il semble qu'elle assiste à un spectacle. D'ailleurs, le biographe de Léonard de Vinci, Vasari, raconte que le peintre fit venir des musiciens, des chanteurs et des bouffons, sans interruption, pour rendre la belle joyeuse, pour éviter qu'elle ait un air mélancolique. Ce sont probablement des fictions qui ont été ajoutées pour détourner l'attention et servir le codage. En effet, un des sens de l'adjectif volant était volage léger. La femme qui se divertit, Gioconda, est peut-être frivole, allant d'homme en homme et d'un tempérament léger. Elle est volante. Le tableau La Joconde se présente donc comme une énigme à résoudre, utilisant le vocabulaire ancien et la réflexion intellectuelle, la déduction, la logique. Tout est ajusté pour être décrypté par des personnes culturellement prêtes à cela, non conditionnées par notre système culturel. Je vais expliquer comment les vieux mots « ol » avec un seul L et « ol » avec deux L, aujourd'hui disparus de la langue française, sont fondamentaux pour décoder un aspect important de la Joconde. À noter que « ol » se trouvait déjà incriminé dans le décodage de l'auréole de Jésus-Christ dans une de mes précédentes vidéos. Les mêmes clés reviennent sans cesse. Nous avons vu que ces petites surfaces sont les bases de colonnes ou de piliers qui sont invisibles. En fait, les bords latéraux du tableau correspondent exactement aux bords des colonnes. Léonard pointe du doigt les notions de bord et de lisière, qui sont deux sens du mot « ol ». À noter que les lettres de ce mot sont contenues dans le mot « colonne ». Nous traçons maintenant une ligne verticale au milieu du tableau, sur le crâne de la Joconde, son hol. Nous découvrons une autre tête, ou hol, visible par une manipulation assez simple. Il s'agit d'un humanoïde portant la coiffe dite Némès des pharaons égyptiens. Il est surmonté d'une coupe ou grand pot, ce qui est un autre sens du mot « hol ». Revenons aux deux piliers latéraux virtuels. Dans la langue hiéroglyphique de l'Égypte ancienne, le mot pour pilier-colonne était « Thoth ». Thoth fut aussi le nom d'un dieu majeur du panthéon égyptien. On le représentait souvent sous l'apparence d'un babouin, donc d'un singe. Il était le messager des dieux, il apporta les sciences et les arts et civilisa le pays. Il amena aussi la lumière spirituelle. D'après les textes anciens, avant les dynasties humaines, ce sont des dieux qui régnaient sur le pays des pyramides.
Toth archivait soigneusement la succession des souverains d'Égypte. En voici peut-être un qui se réfère au temps où les dieux vivaient sur la terre et guidaient les hommes. Toth connaissait les mystères des cieux qu'il aurait écrits dans des livres sacrés, cachés quelque part, pour qu'ils soient transmis aux générations futures. À cet égard, le grand vase est le symbole d'une connaissance ou d'un dépôt, l'emblème du Graal rapporté à l'Égypte ancienne, c'est-à-dire aux origines de la civilisation. Léonard de Vinci a narré dans ses carnets un voyage auprès du sultan Qaït Baï, le gouverneur du Caire, qui lui aurait confié une haute mission scientifique. Fiction ou réalité ? Avec les tableaux de Léonard de Vinci, il me semble que l'on plonge dans un autre monde, celui d'une société secrète rattachée à la royauté française, qui savait énormément de choses sur des êtres étrangers à la Terre, des êtres qui se déplacent dans des machines volantes. Il peut s'agir d'extraterrestres qui avaient pris contact, ou de paraterrestres, c'est-à-dire les descendants des hautes civilisations qui nous ont précédés, ou encore des êtres d'une autre dimension. Il s'est passé des choses dans les coulisses de l'histoire, dont le quidam n'a jamais entendu parler. À défaut d'être dit, certains événements ont été codés dans l'architecture ou dans certains tableaux. Léonard de Vinci n'était pas un génie universel. Déjà, il bénéficiait des travaux des ingénieurs qui l'avaient précédé, tels Tacola ou Francesco di Giorgio. De plus, son travail de dessin technique et de spéculation scientifique pouvait provenir d'une documentation cachée, possédée par les rois, en provenance d'une haute civilisation antique ou de contacts extraterrestres. Si l'on s'ouvre à toutes hypothèses en lâchant la rampe de sécurité de notre culture, il se peut que Léonard ait été un extraterrestre, hypothèse audacieuse, j'en conviens, mais qui solutionne certains problèmes. Il aurait codé dans ses œuvres ce qui le concernait personnellement. Pourquoi en français ? Parce que la France est un pays particulièrement impliqué dans les grands secrets antédiluviens et aliens. N'hésitez pas à visionner mes vidéos. Il faut bien considérer que les tableaux Saint-Jean, Sainte-Anne, la Vierge au Rocher, la Joconde, nous les avons tous analysés, ils sont comme par hasard arrivés en France. J'ai l'impression que les rois ont été les véritables commanditaires de ces œuvres. Il me semble évident qu'il n'y a pas eu de commande de M. Giocondo pour la Joconde. Ce tableau est arrivé en France avec Léonard. Les spécialistes affirment que la Sainte-Anne a été achetée par François Ier. La Vierge au Rocher aurait été commandée par une confrérie religieuse italienne, mais comme par hasard, jamais livrée par le peintre. Une bonne hypothèse est que Louis XII en a pris livraison à l'occasion des guerres d'Italie. Le petit tableau Saint-Jean-Baptiste a été acheté par Louis XIV. La collection codée devenait ainsi complète, aux mains de la royauté française. Il y avait là un message complet, transmis à la postérité. Notre enquête peut donner l'impression qu'on pourrait trouver des raccords en utilisant n'importe quelle forme associée à n'importe quel mot. Bah, ce ne sont que des pareidolis. C'est comme pour le nombre d'or. Si je mesure mon appartement, je vais trouver le nombre d'or partout, bien évidemment. Mais, disent les sceptiques, mais pas forcément et pas avec précision. Il faut bien évaluer la qualité de mon travail, avant de penser que je suis un imbécile. Quand on y réfléchit, la théorie de la relativité peut sembler complètement ridicule. L'espace-temps se courbe, d'autant plus que la masse est grande. La gravité influence l'écoulement du temps. Quelqu'un qui aurait dit ça trop tôt aurait passé pour un fou. N'hésitez pas à visionner 2 fois la vidéo, en enchaînement avec la première partie, pour bien comprendre les ressorts intellectuels, la cohérence, avant de me dire qu'il faut que j'arrête de fumer. Merci. Rendez-vous bientôt pour le 3e et dernier volet sur Léonard de Vinci. À bientôt.